Bonjour à tous, c'est sûr, vous avez craqué, il fait sa première télé et pour cause, il n'a que 2 mois et demi, Sophie. C'est un Spitz, un petit loup de Poméranie. Exactement. Et les chiots, vous allez en voir ce matin sur notre plateau. Comment élève-t-on un petit chien lorsqu'on vient de l'acquérir, lorsqu'il déchire tout, il fait pipi partout? Quelles sont les règles à respecter? Eh bien, nous allons obéir à notre éducateur en chef ce matin. Yves Layani va vous donner tous ses conseils. Et puis 2 invités que vous adorez, que nous avons le plaisir de retrouver chez nous. Valérie Bonneton, Daniel Teuil, tous les deux à l'affiche d'une pièce qui vient juste de commencer au Théâtre de Paris. Oui Sophie, cette pièce s'intitule L'envers du décor du talentueux et très en vogue Florian Zeller. Alors le procès original, c'est que dans cette pièce, le spectateur entend tout haut ce que les comédiens sur scène pensent tout bas dans leur personnage. On s'est tous dit à un moment donné, on rencontre quelqu'un, dit oh vous êtes magnifique, et dans sa tête on se dit oh là t'es un peu grossi toi. Eh bien on entend tout ce qu'ils se disent. Non, procédé très alors, et ça surtout dans les histoires de couple, on pense souvent exactement l'inverse de ce qu'on dit. C'est vrai que c'est terrible. Hein. Le résultat est très drôle, quoi. Et on vous en dira plus tout à l'heure. Vous verrez les premières images de cette pièce. Pourquoi ce petit chien tremble? Parce qu'il fait de la télé. Il a peur d'une émission, ça sur un plateau. C'est la première fois. Pourquoi il tremble? La question qu'on nous pose déjà. C'est l'émotion du chien qui se traduit par le tremblement. C'est l'émotion. Je le comprends en même temps. Il est impressionné. C'est un monument comme ça, face à un dinosaure. Frédéric, bonjour Frédéric, vous travaillez la carotte ce matin. Bonjour, oui, je travaille la carotte sur toutes ses formes. Carotte, qu'elle soit blanche, jaune, avec des couleurs à l'intérieur magnifiques, mais surtout la carotte de Créance qui nous vient de la ville de Créance, Coutances. Vous allez en faire quoi? Alors on va en faire une belle recette juste qui va partir de l'entrée au dessert, donc cuisiner avec un petit peu de sucre, de l'ail, du cumin. Donc c'est la thématique de la semaine, hein, un 3 en 1. Un 3 en 1, exactement. C'est-à-dire avec le même ingrédient, vous pouvez faire soit une entrée, un plat ou un dessert. Alexandre, bonjour. Oh, de la chance qu'il y ait ce garçon quand même. Alors c'est l'éducation des chiots évidemment qui suscite beaucoup de commentaires et de questions standards. Et il y a Sylvie Paris qui nous a posé une première question. Elle nous disait quels sont les prénoms de chiens les plus usités en 2015. Alors on a regardé, c'est Lucky en numéro 1, Luna et Laïka. Et est-ce que quelqu'un sur ce plateau donc ça commence par elle. C'était en 2015. Quelqu'un se souvient de Laïka sur ce plateau? Regardez cette photo. C'est le chien qui est monté. C'est le premier chien en 1957, donc parti dans l'espace. Voilà. En Russie, avec Spoutnik 1, en 1957, bientôt 60 ans. Regardez, il a même eu droit à un petit timbre comme ça. Donc ces chiens que vous allez voir ce matin ne sont pas adoptés, mais on attend toutes vos questions sur Facebook sur l'éducation des chiots et non pas des poissons qui sont durs à éduquer. Alors justement, on va s'intéresser aux poissons ce matin et un petit coup de gueule. Halte au gaspillage des poissons. Chaque année, près de 350 tonnes de poissons sont jetés à la poubelle. Et justement, vous avez une solution à nous faire partager justement pour sauver ces poissons gaspillés. Alors la solution, elle vient pas de moi, elle vient des Paniers de la Mer. Les Paniers de la Mer sont une association absolument extraordinaire. On a eu envie, nous ici à cette programme, d'en parler aujourd'hui, puisque les Paniers de la Mer sont nés de la tête d'un ancien patron de conserverie breton du pays Bigoudin, qui a constaté que beaucoup de poissons étaient jetés pour être soit carrément mis à la poubelle, soit transformés en farine animale. Et il s'est dit c'est absolument impossible de tolérer ça. Aujourd'hui, le poisson est une matière première qui est difficile à récupérer. Et puis il y a des gens qui ont faim et qui en ont besoin. Et vraiment, c'est un apport nutritionnel essentiel. Donc il a eu l'idée de créer toute une organisation qui permet de récupérer ce poisson, de le transformer et de le donner. Du coup, je me suis rendue à Lorient avec Thomas Nivière. Dépotrominé, on s'est réveillé, on est allé à la criée et dépotrominé. J'adore cette expression, dépotrominé. Oui, c'est bien. Et donc on est allé regarder ce qu'ils font de ce poisson, comment il est transformé. C'est absolument extraordinaire. Créée en 1997, l'association Les Paniers de la Mer s'est fixée pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire, de créer des emplois et d'offrir du poisson frais aux associations caritatives. Le concept des paniers de la mer était très innovant puisque avant notre création, l'ensemble des produits qui n'avaient pas été vendus étaient détruits purement et simplement ou destinés à la farine animale. Le problème, c'est que ce poisson, il devait être travaillé. D'où l'idée de monter un chantier d'insertion. Basé à Lorient, deuxième port de pêche français, ce chantier d'insertion est encadré par Joël. Chaque jour, à 5 h du matin, ce vieux loup de mer achète au meilleur prix les invendus de la criée.
Ça, c'est de la cardine que je risque de récupérer tout à l'heure après la vente s'il n'y a pas d'acheteur. Dommage pour Cardine, elle a trouvé acheteur. Mais Joël garde le cap et monte voir ce qu'il peut récupérer contre vents et marées dans la salle des ventes. Je pense que je vais pouvoir récupérer un lot de chimères. Mais bon, ça c'est vraiment parce que j'ai la chance. Personne n'en veut, donc je pense que je vais pouvoir le récupérer. Joël a une deuxième casquette, puisque c'est elle qui incombe la lourde tâche de transmettre les techniques du filetage aux chômeurs de longue durée. Je vais apprendre aux salariés à couper le poisson, à le transformer, soit en filet, soit en darne, soit en tranche. Je vais leur apprendre à étêter, à vider, à travailler le poisson. Filet pelé pour tout le monde, hein. Je suis arrivée au panier de la mer il y a 6 mois. Grâce à Joël, j'ai pris beaucoup de choses. Quand je veux venir ici au panier de la mer, je veux chercher où travailler dans le monde du poisson. Bon, je vois que tout le monde sait faire. 75% des employés passés par les paniers de la mer retrouvent un emploi dans le mariage, la restauration ou les métiers de l'agroalimentaire. Je me sens comme une famille, c'est très un groupe comme famille qui travaille ensemble. Il y a la volonté du propre métier, il y a la volonté pour le travail, c'est ça l'important. Les paniers de la mer comptent aujourd'hui 4 peines et bientôt 5. Ils redistribuent annuellement 200 tonnes de poissons dans 48 départements et génèrent un flux de 120 emplois par an. Les pêcheurs sont très solidaires avec notre action car en fait ils sont heureux de pouvoir éviter le gaspillage de cette matière première qui est de qualité, pour lequel ils ont travaillé durement, qui finira dans l'assiette d'un consommateur. Des assiettes remplies par la Banque alimentaire, le Secours populaire, les Restos du Cœur et bien d'autres. Il ne suffit pas de donner du poisson gratuitement pour qu'il soit consommé. Donc on a créé des guides de recettes qui permettent aux bénévoles des associations d'aide alimentaire d'apprendre avec les usagers à préparer tout simplement une soupe, un gratin poisson pour que ce soit ensuite consommé. Alors, rappelez-nous la chaîne, comment le poisson invendu de la criée passe aux assiettes des associations. Alors, pour ne parler que des paniers de la mer de Lorient, il y en a 5 en France. Il y en a à Boulogne, à Saint-Malo, à Lorient, Saint-Guénolé et bientôt à Caen. À Lorient, il y a un homme qui s'appelle Joël Lemeur. Il est l'encadrant technique. Lui, tous les matins, il se lève très tôt. Il va à la criée et il va à la vente aux enchères. Il regarde ce qui est acheté, ce qui n'est pas acheté, ce qui n'est pas acheté. Il le récupère au plus bas prix. Ce poisson, il est amené ensuite dans le local de l'association où l'attendent des chômeurs de longue durée qui ont été donc embauchés par les paniers de la mer, des gens à qui on va apprendre le métier de fileteur, fileteuse. Les filteurs, les filteuses sont les gens qui font un travail qui est assez dur, puisqu'il s'agit de exactement les filets, les darnes, les dos, etc. Ensuite, ce poisson qui est transformé par les filteurs et les filteuses qui sont encadrés par des psys, par des assistantes sociales, etc. Ils ont vraiment fait un ensemble complet pour ces gens-là. Donc le poisson, une fois qu'il est transformé, il est donné... Ils sont encadrés par des psys pour d'autres raisons. Oui, mais parce que ce sont des gens... Non, pas parce que le métier est difficile. Oui. Pardonnez-moi, il y a fusion, effectivement. Oui. Non, parce que ce sont des gens qui sont au chômage de longue durée, qui parfois sont étrangers, qui parfois n'ont pas de racines. Donc non seulement ils sont encadrés sur le plan psychologique, mais en plus on leur trouve un emploi. On leur donne un métier, on leur apprend un métier. Et donc après, ce poisson qui est transformé est distribué gratuitement à la Banque alimentaire, au Secours populaire, au Restos du Cœur, etc. Donc c'est vraiment une chaîne complète qui permet de ne pas gâcher, d'apprendre un métier à des gens et de distribuer du poisson à des gens qui n'y ont pas accès. Comment réagissent les pêcheurs? Ils sont hyper contents. En fait, le pêcheur, c'est un métier de chien, c'est un métier qui est très très dur, qui se passe dans le froid, à la nuit. Les mers se vident, ils ont moins en moins de poissons, et puis le poisson à l'arrivée, il n'est pas toujours acheté. Donc c'est violent pour ces gens-là. Donc ils sont contents de savoir que ce poisson-là, on lui donne une vraie vie et qu'il est mangé par des gens qui en ont besoin. Donc en fait, ça satisfait tout le monde. Comment peut-on soutenir les paniers de la mer? Alors, on peut soutenir les paniers de mer de plein de manières. On peut soutenir les paniers de mer, évidemment, en envoyant des dons, et puis peut-être en donnant un soutien technologique et technique, parce qu'ils cherchent des encadrants tout le temps, ils cherchent des gens pour aider ces gens, pour les sélectionner. Et puis, il faut les soutenir parce qu'ils vont se mettre à commercialiser la spiruline. On en a déjà parlé en plateau. Exactement. Pour compenser le manque de protéines des gens, donc ils vont monter des chantiers de spiruline, des chantiers de culture de spiruline, voilà, pour aider les gens. Avec quelques petites paillettes de spiruline, on peut compenser des manques en protéines absolument géniaux. Donc ils réfléchissent absolument à tout. Donc je vous recommande de soutenir les paniers de la mer, ils sont absolument fantastiques. Alexandre? Est-ce que vous connaissez Dobrigna, Sophie? Non. Ça vous dit, regardez la photo de Dobrigna.
Yves, il va peut-être la reconnaître, Dobrigna. Vous savez qui est Dobrigna? Eh ben, Dobrigna, c'est un chien magnifique. C'est Vladimir Poutine qui a décidé d'offrir ce chiot qui est un berger allemand, évidemment, suite à la mort de Diesel, qui était le chien d'assaut des raids qui avait été tué dans l'opération terroriste de Saint-Denis. Regardez comme il est beau. Alors, il va s'appeler Dobrigna. Dobrigna, c'est un héros russe du folklore réputé pour sa force, sa bonté et son courage. Voilà. Merci à Céline de Lyon qui nous a envoyé ces photos. Alors, vous parliez de vie de chien. Les chiots que nous avons sur ce plateau auront certainement une vie de rêve, parce que non seulement ils seront adorés par leur maître, mais en plus, ils seront bien éduqués, les maîtres vont respecter les conseils que vous allez leur donner. Donc, ce que vous tenez à bout de bras, là, il est fatigué, le pauvre, il s'est levé trop tôt. C'est un petit loulou de Poméranie. Il va grossir un peu plus? Oui, il va doubler à peu près. Il va à peu près doubler. Et ce qui est important, c'est de savoir que les chiots, lorsqu'on les acquiert, on n'acquiert pas le mode d'emploi du chiot. On choisit le chiot parce qu'il a une belle tête, comme ce petit loup, ou bien comme tous les autres qu'on va voir tout à l'heure sur le plateau, mais on n'a pas le mode d'emploi du chien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous présenter le mode d'emploi des chiots. Et ça, c'est important. On part tout de suite voir une école en plein air, une école verdure chiot. Après, on voit sur le plateau. Qu'est-ce qu'elle fait cette école? Elle les éduque? Elle éduque les chiens, en fait. Elle apprend aux chiens à se comporter en collectivité et avec le maître, par exemple, pour ne pas trop tirer sur la laisse, pour obéir, etc. C'est pas plutôt le maître que l'on éduque dans ces écoles? Oui, c'est le maître que l'on éduque et c'est souvent le maître qui est le plus dur à éduquer. C'est vrai. C'est vrai. Allez, on part en reportage et on revient sur le plateau. Arrête de tirer comme ça, là. C'est bon, doucement. Lasca, doucement. Lasca. À 4 mois et demi, le dog argentin d'Isabelle est incontrôlable. Elle saute beaucoup, enfin, elle est un peu fougueuse et voilà, pour la contenir, on nous a dit d'aller voir un éducateur rapidement. Parce qu'après, passer un âge, ça peut devenir ingérable. Lasca va donc apprendre les bonnes manières à l'école des chiots. Les cours sont dispensés par Patricia, éducateur canin. Les chiots, c'est des vraies éponges au niveau de l'apprentissage. Il faut le commencer dès qu'on a le chiot à la maison. Oui. Et surtout, il faut bien respecter en fait, les règles que vous allez adopter quand il sera adulte. Parce qu'en fait, beaucoup de propriétaires de chiots acceptent plein de choses. Puis après, une fois qu'ils sont adultes, on change les règles et ça, c'est très mauvais. Un clicker, c'est une petite boîte en plastique. C'est un marqueur, c'est-à-dire du bon comportement que vous désirez renforcer. Et c'est toujours suivi par une friandise ou quelque chose d'agréable. Place aux exercices pratiques. Commencez la manipulation. On fait des gestes qui peuvent faire peur et on les associe avec quelque chose de très agréable. Et donc, du coup, le chiot se dit, c'est cool, moi j'aime bien qu'on me touche. Voilà. Et donc, ça évite après des morsures. C'est plus important ça que d'apprendre assis, parce que c'est vraiment une grosse tension de l'agressivité. Il y a toujours un enfant, bien sûr, qui tire sur la queue. Oui, elle me passe ça, hop, et je clique, etc. D'accord? Il y a un sujet qui perturbe beaucoup les propriétaires de chiots, c'est la propreté. Pour cela, Patricia va utiliser une cage. Dans votre salon, le chiot devra apprendre à s'en servir comme lieu de repos au lieu d'un panier. Un chiot ne fait pas ses besoins là où il mange, là où il dort. Le but de la cage, c'est d'apprendre au chiot de se retenir. Donc les chiots, on les met 2 heures dans la cage, on sort. S'il fait dehors, on le récompense, c'est la fête. S'il ne fait pas, on le remet dans la cage et on le ressort 2 heures après. Avec cette méthode, le chiot devrait être propre en 1 semaine. Les capacités de concentration d'un chiot sont moins importantes qu'un chien adulte, c'est normal. C'est pour ça que dans l'école des chiots, il faut toujours essayer de faire des courtes sessions et alterner avec des séances de récréation, de jeux entre eux, etc. Pour le bon apprentissage de votre chiot, n'excédez donc pas 10 minutes session d'exercice. Alors, moi, inutile de vous dire que j'ai fait absolument tout l'inverse avec ma chienne. Elle est quand même extrêmement bien élevée. C'est ma plus belle réussite. Mais oui, mais bon, parfois, c'est amusant. Ça déclenche des conversations. Mais qu'est-ce que c'est que ce chien, etc. Alors qu'est-ce que c'est que ce chien-là? Regardez-moi ça. Cette chienne, elle s'appelle Blue. C'est une petite chocho. Et Sophie, il faut voir que cette chocho est bleue. Cette couleur un peu grisée, on l'appelle bleue chez les chiens. Et c'est très, très rare. Le maître a été la chercher en Italie. Et ce matin, figurez-vous que cette chienne a fait 5 heures de route pour venir de Périgueux jusqu'à notre plateau. C'est quand même louable. Hein. On peut Donc vous êtes remercier arrêté plusieurs fois pour lui faire pipi, j'imagine.
Dans la nuit, une fois. Comment, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on va poser quand même des questions que se posent la plupart des maîtres. Par exemple, quand un petit chiot arrive à la maison, quelles sont les premières choses à faire? Alors, la première chose à faire quand son chiot arrive à la maison, c'est supprimer toute tentation pour le chiot, c'est-à-dire déjà supprimer les chaussons, supprimer les télécommandes, supprimer les culottes, les chaussettes qui traînent. Les fils électriques. Parce que les fils électriques, bien bravo d'Alain, parce qu'effectivement le chien va vouloir jouer avec tout ce qu'il trouve. Donc, trouvez-lui des jouets adaptés au chien et laissez-le jouer avec et uniquement avec ça. C'est très important parce qu'il y a des chiens qui se retrouvent en clinique vétérinaire opérés pour ça, parce qu'ils ont avalé une chaussette par exemple. Comment on le nourrit? Alors, la nourriture, pour les chiots, c'est au moins 3 fois par jour. Et le plus important, c'est qu'ils ne sont pas nourris en même temps que le maître. Vous voyez là ce petit chien là que vous connaissez, Sophie, c'est un loulou Poméranie de 2 mois et demi. Elle s'appelle Joy, c'est une toute petite chienne. Cette petite chienne, on l'a tout le temps sur nous, quasiment à la hauteur de notre assiette lorsqu'on mange. Eh bien, cette petite chienne, au moment du repas, elle doit être posée par terre. Elle doit être à l'écart du maître qui mange. C'est très important parce que sinon, vous avez un chien qui devient mendiant, qui braille à table pour avoir à manger. Et ça, c'est vraiment insupportable. Donc moi, je veux que Joy soit séparée de sa maîtresse lorsque sa maîtresse mange. Un mendiant de l'amour. Oui, un mendiant de l'amour. Est-ce qu'il peut dormir dans l'autre lit? Est-ce qu'il faut le prendre quand il est tout petit comme ça? La mienne, elle dormi sur l'oreiller. Oh, ben ça, c'est une super, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que les chiens, effectivement, lorsqu'ils sont chiots, vous les avez tous vus chiots, ils dorment les uns sur les autres. Ils sont toujours réunis les uns avec les autres. Et du coup, ils ont besoin de ce confort-là. Donc, quand ils dorment, ils ont envie d'être avec les maîtres. Et comme ils ont envie d'être avec les maîtres, eh bien, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on met le panier tout près du lit. Mais pas forcément sur votre oreille, Sophie, mais juste tout près. Et petit à petit, le panier va se déplacer dans l'appartement. Il va quitter le lit pour aller vers la descente de lit, pour aller vers la sortie de la chambre, pour aller dans le couloir et pour aller à l'autre bout de l'appartement, loin de tout point stratégique. Et c'est très important. Comme race? Alors ça, c'est un British. Regardez, c'est un setter anglais. Elle le a pas l'air anglais d'être là. Hein. C'est une fille ou un garçon? C'est une déjà petite fille. Oh, Un garçon, pardon, il s'appelle Léonidas. C'est un petit garçon, un dieu grec, vous Il vous est rendez à compte? croquer. Il est à croquer, oui, c'est une vraie sucrerie, ce chien. Merci. Non, elle est triste. Il est triste. Non, il est fier. Non, il n'est pas triste. Mais c'est ce look un peu british qui vous donne Mais cet oui. aspect-là, ses oreilles pendantes, ses yeux un peu de cocker, parce que c'est des cousins de cocker. Et c'est des superbes chiens. Et Alors, quand est-ce qu'on les sort pour les besoins? alors, on les sort les au habituer. début, juste après les repas. Et c'est très important de les sortir juste après les repas parce qu'ils ont à ce moment-là envie de faire. Et surtout, lorsqu'on les sort, on ne les amène pas jouer tout de suite. On les laisse faire. Tant qu'ils n'ont pas fait leurs besoins, on ne joue pas avec eux. Sinon, on va les distraire et ils vont oublier qu'ils ont besoin de faire quelque chose. Tout simplement. En général, ils ont du mal à marcher avec une laisse. Est-ce qu'il faut leur imposer tout petit? Alors là, c'est très important de leur imposer très jeune à marcher à la laisse. Et concernant ce Malinois, vous savez que Diesel, auquel on a rendu hommage, ce chien de 7 ans décédé dans l'attaque de l'appartement de Saint-Denis, eh bien, c'était un chien de ce type-là, un chien malinois. Alors ce chien malinois, son maître l'éduque à la recherche d'explosifs. C'est un chien qui va permettre à Didier de partir à l'autre bout du monde faire du kayak en sécurité parce que l'avion n'aura pas été piégé par des explosifs. Ce chien-là va contribuer à la sécurité des vols d'avion et c'est très important que ces chiens, évidemment, marchent en laisse, évidemment, écoutent leur maître, évidemment, répondent à toutes les sollicitations. Et c'est des chiens vraiment hyper éducables. Je dirais que le Malinois est un des chiens les plus éducables de tous les chiens. Est-ce que tout petit, il faut les habituer à rester seuls ou est-ce qu'un petit chiot ne se laisse pas tout seul? Alors, on les laisse seuls, c'est très important de les laisser seuls et à chaque fois de plus en plus longtemps. Au début, quelques minutes, après de plus en plus longtemps, jusqu'à ce qu'il reste des après-midi, des demi-journées seuls. C'est très important. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'être venus nous voir avec ces jolis petits chiots. Alexandre, des réactions peut-être? Rapidement, c'est amusant parce que sur notre Facebook, vous posez les questions et vous donnez les réponses. Rapidement, Marie-Claude nous dit, voilà, j'ai mon chien, je ne peux pas le laisser à la maison. Regardez la photo de Marie-Claude. Il aboie en permanence. Et c'est Monique qui lui a répondu. Elle lui dit, vous aviez qu'à l'habituer depuis tout petit. Il suffit de le laisser en disant, je pars, tranquillement, le laisser à la maison très jeune. Non, Alexandre, excusez-moi, je corrige juste 2 secondes. Il n'est pas question de signifier au chien qu'on s'en va, ni même quand on revient de lui faire la fête. Sinon, on génère une anxiété de séparation. Donc, on ne dit surtout pas à son chien qu'on s'en va. On claque la porte, on s'en va sans même lui dire quoi que ce soit. Alors, Monique, vous remercie pour votre réponse. Et alors, il y a la grève de la musique ce matin? Vous voulez un petit peu de musique de mode? On a entendu la note encore. Alors, atelier couture, la jupe zippée en suite. C'est tendance.
C'est très tendance. Alors d'habitude on dit la jupe zippée en daim. En fait c'est une fausse idée parce que le daim n'existe pas vraiment. On ne dit pas des jupes en daim. Donc c'est de la suédine ou ce sont d'autres matières. Alors l'avantage de la jupe zippée. Pourquoi on n'a pas des jupes en daim? En général c'est en suédine parce qu'en daim, en fait le daim c'est une façon de travailler le cuir tout simplement. Pas du daim quoi comme on entend. Du daim. L'avantage de la jupe zippée c'est qu'elle se retire très vite. Donc ça c'est un avantage. Et l'autre avantage c'est que vous allez nous proposer de la faire soi-même. Exactement, on l'a fait soi-même parce que cette année, ça fait partie des bonnes résolutions. En 2016, eh bien, on coud, on tricote, on fait soi-même. Et donc, la charmante Laure des ateliers des Coupons Saint-Pierre nous propose une jupe zippée en suédine en 5 étapes. Regardez. « 2016, l'atelier couture est de retour avec des créations de plus en plus mode, de plus en plus pointues, de plus en plus chic. De quoi nous faire déserter les magasins? Enfin, presque. Et que nous propose Laure aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une petite jupe zippée, donc avec un zip sur le devant, toute simple avec de la suédine, le tissu phare de cet hiver. La suédine est tout d'un ce que le simili-cuir est au cuir, même principe en beaucoup moins cher. Alors, facile ou pas facile la jupe zippée? On va avoir en tout 3-4 coutures avec une petite ceinture, donc vraiment très facile, il y aura juste la pose du zip à savoir faire. C'est une jupe qui peut aller à toutes les morphologies à condition de faire attention à la longueur de la jupe. Si vous êtes plutôt petite, trop courte, et si vous êtes grande, de taille qui vous sied. Allez, c'est parti pour 5 étapes. Pour la première étape, nous allons reporter notre patron à nos mesures. Il faudra penser à rajouter nos valeurs de couture. Donc on rajoute 1 cm tout autour et 3 cm pour l'ourlet du bas. Deuxième étape, nous allons tracer puis couper sur le dessus. Prenez la craie et tracez tous les contours de chaque patron. On va compter à peu près 100 minutes pour faire ça. Nous allons passer à la troisième étape, l'assemblage de notre jupe. On va avoir besoin d'1 heure à peu près pour la réaliser. On va commencer par assembler le dos et le devant. La quatrième étape, on parle de finition pour coudre notre ourlet de bas et faire les petits points pour maintenir la ceinture. Et voilà, les finitions sont terminées. Maintenant, on passe à l'essayage. Alors, verdict sur cette jeune et jolie jupe trapèze? Cette jupe est vraiment sympa, je peux la porter à toute occasion pour aller bosser, pour une petite soirée, un peu habillée. Une création très originale, puisque cette fois-ci, le zip est devant. Par contre, attention, si on l'ouvre, on perd la jupe. Alors, démonstration. La fameuse jupe zippée qui va à toutes les morphologies. Et Yves, comme vous pouvez le constater, le zip est donc très facile à enlever. Il faut donc avoir une belle lingerie en dessous. Il faut faire très attention. Alors, hop, on remonte. Donc voilà, l'idée serait peut-être mieux de le mettre dans l'autre sens, que ça serait un peu plus difficile à dézipper. Alors, normalement, vous avez raison. Il y a moins de tentation. Il y a moins de tentation et normalement, le zip est derrière. Là, on s'est dit pourquoi pas, finalement, pour changer. Non, mais je veux dire de bas en haut. Ah, oui, ça se retire plus difficilement. Oui. Voilà, on ne peut pas vous faire une blague, par exemple. Voilà. Donc on peut effectivement... Si vous voulez compliquer la situation compliquée. Oui, c'est ça, oui. Bon, pour limiter. Alors, vous nous proposez quoi en plateau? Alors, justement, avec les chutes donc, de ce cuir travaillé différemment, de la suédine, on peut faire une petite pochette qui sera sortie à la jupe, qui est une pochette de soirée, qui est une pochette avec laquelle on peut aussi aller promener son chien. Je pense à ça parce qu'ils étaient assez assortis avec la jupe. Tout à l'heure, surtout le chou, là, le chocho. Voilà, pour aller avec le chocho. Et ça, Laure, ça sont 4 étapes. Oui, donc la première étape, ça va être de couper nos différents morceaux pour réaliser la pochette. D'accord. Donc on découpe tous nos petits morceaux. Ensuite, on va monter les éléments ensemble, poser la fermeture éclair qui est ici. Et ensuite, on fait l'étape des finitions, on retourne la pochette et c'est fini. Elle est où la fermeture éclair sur la pochette? Là, elle est toute en cette fois-ci. Là, on a fait très simple. Elle est juste, voilà, au niveau de l'eau. Hop, voilà. Donc, montre en main combien de temps pour réaliser cette pochette? Allez, 20 minutes. Donc, c'est vraiment des créations très faciles, rapides, avec un résultat quand même c'est très beau à la clé. Merci beaucoup. Vous retrouverez le tuto, qu'on dit, sur notre site internet. Et puis, vous nous faites la pochette d'ici à la fin de l'émission.
Un petit coup d'œil en cuisine avec Frédéric et ses carottes. Vous en faites quoi? Là, vous faites quoi aujourd'hui? Une entrée, un plat ou un dessert? Aujourd'hui, je vous fais une entrée. D'accord. Voilà. Alors... Ce matin, on va se réchauffer avec les carottes. Je les ai fait mitonner. Alors, mitonner, ça veut dire cuire tout doucement, dans le propre jus, avec du cumin et de l'ail. Un peu de gras quand même, non? Non, pas de gras du tout. Moi, je suis anti-gras. Et elle n'accroche pas à poil au Non, début? elle n'accroche pas parce que je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais démarrer la cuisson en mettant un petit peu d'eau qui va faire ressortir le jus de carotte. D'accord. Donc un petit goût quand même qui nous vient d'Afrique du Nord, avec le cumin. Un petit goût qui nous vient d'Afrique du Nord, tout à fait. Et un petit peu sucré parce que vous allez voir que les carottes sont très sucrées. Sans rajouter de miel? Sans rajouter pour l'instant. Parfait. Alors, nos invités, vous allez adorer les retrouver. Daniel Auteuil, Valérie Bonneton, en pleine forme. Ils sont là. Et ils sont tous les deux sur la scène du Théâtre de Paris. Ça a démarré à peine il y a quelques jours. Et ça va être un gros carton. Ah oui. On le sent. Avec Pauline Lefebvre également, François-Éric Gendron. Ça s'intitule L'envers du décor, pièce signée du talentueux Florian Zeller. En 2 mots, Valérie Bonneton et Daniel Auteuil forment un couple sur scène. Lui est éditeur, elle est prof. Au début de la pièce, on sent le personnage Daniel embêté. Il n'ose pas dire à sa femme qu'il a invité à dîner un de leurs amis qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas vu depuis longtemps? Parce que ce meilleur ami, cet ami, a quitté sa femme pour une jeunette. Une situation tout à fait rare. Rarissime. Ça n'arrive jamais. Or, cette femme quittée par son mari, c'était la meilleure amie de Valérie Bonneton. Donc, le dîner va quand même se faire. Mais alors, le procédé comique de cette pièce de Florian Zeller, c'est que